Une visite très commentée, très observée de Naftali Bennett, Premier ministre israélien à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et oui, on en a parlé hier et on en parle encore ce matin. De ces décisions de sécurité politique importantes également et cette gestion de la crise sanitaire incertaine, ce sont les sujets à l'ordre du jour ce matin, les sujets d'actualité. Et pour parler de tout cela, eh bien, nous sommes en direct et en studio avec le journaliste israélien Jacques Benilouche. Bonjour Jacques. Bonjour. Et ravi de vous accueillir en studio, en face à face. En vrai. En tête à tête. Alors, avant d'aborder la gestion de la crise sanitaire et tous ces cas d'Omicron confirmés en Israël, le nouveau variant, eh bien, on revient avant tout sur ce qui a fait surtout l'actualité de la semaine, le titre de la semaine, ce voyage de Naftali Bennett dans cet état du Golfe, les Émirats, plus d'un an après la signature des accords Abraham. C'était une visite historique et importante à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne, je crois, la lutte contre le nucléaire iranien. Oui, alors, on dit que Bennett est un petit peu le chef du gouvernement qui inaugure les chrysanthèmes. C'est un petit peu ça, parce que dans le fond, déjà avant lui, d'autres personnalités importantes israéliennes ont été sur place pour négocier de manière réelle. Là, il va pour concrétiser. Vous savez, les Émirats Arabes Unis, c'est comme le Maroc, ils ont besoin d'armement, ils ont besoin de haute technologie. Ils voudraient qu'Israël intervienne pour aider le pays à ne plus dépendre uniquement des produits de gaz et de pétrole, et donc ils sont très intéressés par les solutions israéliennes. Il y a beaucoup d'entreprises israéliennes qui s'installent là-bas, et surtout, il y a un besoin d'armement très important. Ils ont très peur de l'Iran, ils ont très peur de ce qui peut arriver parmi les terroristes, et donc Israël est là pour les aider, pour leur donner des armes, du matériel important, du matériel sophistiqué, et même éventuellement de les aider pour leur donner de l'aviation et former des pilotes. Donc c'est vrai que c'est comme pour le Maroc. Le Maroc, là, je crois que le dôme de fer aussi. Le dôme de fer a besoin, bien sûr. Là, à l'heure actuelle, presque tout le monde le demande pour se protéger contre l'Iran et donc contre éventuellement des terroristes. Et donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Israël se développe énormément dans les pays arabes. C'est important parce que ça consolide la paix, sachant qu'il faut le dire, on le dit peu, la population n'est pas très charmée par les relations qui se font avec Israël. La population n'aime pas trop, mais les dirigeants aiment. Alors il faut donc, pour capter l'attention et je dirais l'amour, entre guillemets, de la population, il faut lui donner des choses que la population aimerait, c'est-à-dire soit la sécurité, soit l'armement, soit le high-tech, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est quelque chose il faut dire, et là je le dirais, il faut dire quand même qu'on doit cela à Netanyahou, c'est un de ces, je dirais, de son action qui a été faite. Il faut redonner à César ce qui appartient à César, et Netanyahou a pu, comme ça, préparer cette visite de Bennett. Alors en tout cas, ce voyage de Naftali Bennett intervient aussi dans un contexte de crise sanitaire assez tendu. On a entendu ces critiques dans la presse israélienne contre Naftali Bennett, disant qu'il voyage, alors que la première chose qu'il a fait la veille, c'était de dire aux Israéliens qu'ils n'avaient plus le droit de voyager. C'est vrai, la Covid-19 explose en Israël. Hier, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, a toutefois affirmé qu'un reconfinement n'était pas à l'ordre du jour, même si les frontières restent fermées jusqu'au 23 décembre. 300 personnes de l'industrie du tourisme ont manifesté hier à l'aéroport Ben Gurion contre les restrictions sanitaires qui les empêchent de travailler, contre l'absence de compensation aussi pour éponger les pertes. On a l'impression qu'il y a une certaine forme d'incertitude dans la prise de décision autour de cette crise sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un petit peu exagéré. Parce qu'il faut dire que nous avons vaincu le Covid en Israël. Nous n'avons que 500 cas à l'heure actuelle actifs et 94, je dirais, cas d'hospitalisés. Et généralement, en grande majorité, 80% sont des gens non vaccinés. Ouais. Et donc, on ne peut pas dire que vraiment la situation soit grave. Depuis le 6 décembre, on a eu 3 morts. Depuis le 6 décembre, il n'y a plus de morts. 0. C'est ça le signe important. C'est qu'en fait, on n'a pas de mort. Alors effectivement, la population, le gouvernement veut un peu forcer, veut faire peur pour forcer les gens à être plus prudents. En fait, en Israël, on a une vie normale. Nous sortons, nous allons dans les restaurants, nous allons dans les plages, et donc on ne sent pas le poids
du Covid. Mais tout ce qui est vu de l'extérieur n'est pas accepté. Voilà. Et par contre, ce qu'il y a effectivement, c'est que le gouvernement veut se protéger de l'extérieur. S'il y a un danger, c'est l'extérieur. L'extérieur parce qu'on ne peut pas contrôler les gens. Il y a des faux certificats. Il y a des gens qui sont malades. Et donc, à partir de là, on veut fermer totalement les frontières avec l'étranger. Alors c'est là où c'est critiquable, parce qu'on ne fait pas de quartier. On interdit à tout le monde de venir. Vous avez des drames à l'heure actuelle qui se passent, parce que des mariages ont été organisés, et les invités ne peuvent pas venir. Il n'y a que le père, la mère qui peuvent venir, les autres sont interdits. Je prends l'exemple de mon cousin qui est médecin, sa femme est médecin, ils ont voulu venir voir leur fils, eh bien là, Israël a refusé, et la France, l'ambassade d'Israël, a refusé. C'est pourtant un motif impérieux. Oui, parce que venir voir la famille, et puis ce sont des gens qui sont quand même des médecins, donc ils savent comment se protéger. Donc je trouve que fermer les frontières, c'est un drame, sans compter que ça pose des questions très économiques. Vous savez, les hôtels sont à moitié vides. Vous avez les guides qui sont en train de pleurer tous les jours. Ils travaillent avec les touristes. Et les restaurants, vous allez... D'ailleurs, on a entendu ces déclarations d'Avigdor Lieberman qui disait aux personnes qui travaillant dans le secteur du tourisme d'abandonner leur travail, de faire autre chose. Quitter de boulot. Ouais. C'est pas une réponse qu'il faut donner. Ouais. Vous savez que les francophones à Tel Aviv sont au bord de la plage, à la Lalande pour ne pas le citer. Eh bien, moi j'étais samedi dernier. Eh bien, il n'y avait pas grand monde. On était très peu nombreux, que des Israéliens, je dirais, de souche. Et là, c'est un drame parce que les personnels n'arrivent pas, les restaurants n'arrivent pas à tenir. Vous avez beaucoup de restaurants qui ferment. Donc, je pense un petit peu que le gouvernement est un petit peu trop rigide et qu'il devrait un peu lâcher la bride, savoir que si quelqu'un vient de France, le risque est peut-être faible. S'il vient effectivement d'Afrique du Sud, c'est un autre problème. Alors donc, je pense que le gouvernement veut forcer un petit peu la crainte, la peur, pour que les gens soient prudents. Mais en Israël, on est très prudent. On n'a pas envie d'être malade. Alors, il nous reste 2 petites minutes pour aborder un troisième sujet d'actualité. Vous en parliez cette semaine sur votre blog Temps et Contre-temps, que vous mettez à jour très régulièrement, de cette annonce de Tsahal, après plus de 3 ans de travaux, l'achèvement d'une barrière massive autour de la bande de Gaza, en surface et en sous-sol. Et je crois que c'est quelque chose de très représentatif. Oui, c'est très important parce qu'on avait beaucoup de tunnels qui étaient construit, et ce mur qui va très très loin dans le sol, à plusieurs mètres dans le sol, interdit donc la pénétration de tunnels. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, le mur, il y avait beaucoup de gens qui passaient la frontière et qui arrivaient de temps en temps, pas beaucoup, mais on les coinçait quand ils n'étaient pas arrivés. Donc je pense que ce mur va permettre d'une part d'interdire les infiltrations, deuxièmement d'interdire la construction de tunnels qui sont des dangers énormes. Alors, paradoxalement, effectivement, on dit que Israël a créé Gaza, une prison à ciel ouvert, mais par contre, c'est compensé, ce mur a été compensé par l'autorisation qu'on a donnée à des Gazaouis de venir travailler en Israël. Vous savez, depuis 94, on n'avait plus d'ouvriers. Là, il y a 5000 ouvriers qui viennent, et on espère, et Lieberman a dit qu'il veut atteindre, pourquoi pas, les 100 000 ouvriers, comme à l'époque de la paix. Donc, d'un côté, on ferme, mais on veut que les gens rentrent de manière précise pour venir travailler. On leur donne le moyen de gagner leur vie, et je pense que nous allons aller dans une autre voie, éviter la querelle. Alors voilà, donc moi je pense que d'un côté on ferme et de l'autre côté on ouvre, mais c'est toujours pour le bien-être de la population. Donc on n'est pas dans une prison à ciel ouvert, au contraire. Alors ce qu'il faut, c'est qu'ils envisagent de faire la paix, qu'ils envisagent de signer enfin un accord de libération des prisonniers, et je pense qu'à ce moment-là, tout le monde y gagnera. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Jacques Benilouche, et je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre blog Temps et Contre-temps. Merci, à très bientôt sur Radio J. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque vous êtes en France spécialement pour admirer Paris. J'adore Paris pendant les fêtes. Eh bien, merci beaucoup, Jacques, à très bientôt.